Le meilleur club de MMA au monde est composé d'un bigleux, d'un gars qui fume un paquet de clubs par jour et d'un mec qui aboie quand il rentre dans l'octogone. Mais c'est quoi ce bordel? En plus d'être des machines à KO, ils ont tous une personnalité à part dans le monde du MMA. Are you still smoking cigarettes? Yeah, 8 per day, 10. Enchaînant les victoires, mais surtout les bonus de combat. Self, the way he looks for that right hand. Look at that! Oh, il est pas bien! Et en plus, nos combattants français risquent bien de les croiser sur leur chemin. This guy is a fucking pussy. Aujourd'hui, on va parler d'un gym qui détruit absolument tout à l'UFC en ce moment. Fight your next! Protest is fighting. In combination for Kyle! That's it. From the best team in the world. Fighting nerds! Officiellement créé en 2014, le Fighting Nerds Gym est le fruit de travail de deux hommes, Pablo Sucupira et Caio Borralho. Pablo, c'est un ancien combattant de Muay Thai et de boxe anglaise qui n'a pas vraiment réussi à percer. C'est pour ça qu'en 2009, il va se lancer dans une carrière d'entraîneur et créer le Combat Club. Peu après, il fera la connaissance de Caio Borralho, un jeune qui n'avait fait que des sports de prévention comme le judo et le JJB, et qui souhaitait apprendre le striking afin de se lancer dans le monde du MMA. Et bien que Caio avait quelques doutes en voyant le physique de Pablo, il se fera littéralement démonter en sparring. Et là, plus de place au doute, il avait trouvé un entraîneur avec qui ça allait matcher très fort. C'est un vrai coup de cœur entre les deux hommes, et ils vont naturellement s'associer pour créer un gym. Mais il leur faut un nom. Caio, sous ses airs inquiétants et ses oreilles éclatées, avec une masse musculaire impressionnante, en réalité, c'est une sacrée tronche. Il a fait des études de mathématiques et prépare un master en chimie. Quant à Pablo, outre son passé de combattant, il est auteur dans le domaine de la publicité et surtout il adore analyser tout ce qui l'entoure. Bref, c'est des mecs qu'on peut qualifier de geeks, de nerds. Mais surtout, ils veulent montrer qu'on peut être un combattant sans être un débile assoiffé de sang. Même s'ils aiment bien ça, évidemment. Ils mettront des lunettes avec un bout de sparadrap dessus pour faire un pied de nez à tous ceux du milieu qui jouent les gros durs. Everybody that sees these glasses must be afraid. Et vu qu'ils font un nom qui sonne bien à l'international, Fighting Nerds était né. La philosophie du gym est très simple. La raison avant l'émotion. On peut d'ailleurs comparer Pablo à John Danaher, un expert du JJB. En gros, c'est des analystes un peu fous, complètement matrixés par leur sport et qui cherchent toujours de nouvelles méthodes pour progresser et surtout aller chercher la victoire. C'est d'ailleurs ce qui donnera le surnom de Pablo, l'alchimiste. La team va s'étoffer avec le temps, notamment avec des coachs vraiment solides comme Flavio Alvaro. C'est un combattant brésilien avec plus de 60 combats pour 49 victoires et il est super connu dans le milieu au Brésil. Viendront par la suite se greffer au projet Wagner Motta, le coach de JB de Demian Maia, juste l'un des plus grands grappleurs que l'UFC ait connu de toute son histoire. Mais aussi Eric Barbosa, un coach de striking très connu et également black belt de JJB. S'ajoute à cela Ariel Cyrulline, un analyste vidéo que l'on surnomme le nerd derrière les nerds. Chose plutôt rare d'ailleurs car c'est souvent la tâche du head coach. Mais ça prouve bien à quel point la préparation et l'analyse est un aspect important dans la stratégie du combat. Avec un encadrement d'une telle qualité, c'était inévitable. De vrais tueurs allaient forcément sortir du laboratoire des Fighting Nerds. Et comme il est à la base du projet, le premier c'est Caio Borralho. I'm the new face, even with some scratches on, you know. In combination for Caio Borralho est né en 93 à São Luís. Il va commencer par le judo et le JJB, ça on l'a dit, comme beaucoup de jeunes gamins brésiliens. Mais en parallèle, il poursuit des études de chimie et devient même professeur. Caio, en début de carrière, c'est l'équilibre à l'état pur. Sur 9 combats, c'est 3 décisions, 3 KO et 3 soumissions. Il a donc le cardio pour tenir 3 rounds, la capacité de mettre KO ses adversaires et de les soumettre. Il repart même avec la ceinture du futur MMA et son nom commence à être connu dans tout Sao Paulo. En même temps, l'équipe rencontre un franc succès et les victoires s'enchaînent pour les Fighting Nerds. That's got to be a big confidence There's builder. that that's laser focused. Mais le 19 octobre 2021, Caio va avoir l'opportunité de briller devant Dana White lors des Contender Series. En effet, avec un palmarès de 8-1-1 et surtout sur 7 victoires d'affilée, son profil était super intéressant pour l'UFC. Il devra faire face à Aaron Jeffrey, un combattant très solide qui n'avait perdu que contre Sean Brady et Brendan Allen. Ça vous donne un peu le niveau du mec et de l'adversité qu'il a pu rencontrer dans sa carrière. Et malgré une victoire à la décision unanime, la prestation de Caio n'impressionne pas vraiment Dana, qui ne le retiendra pas pour l'UFC. I'm not interested at this time. Keep working, kid. We'll get you in there someday. Mais ça suffira pas à décourager notre prof de maths. Et oui, il était à ça de rentrer dans l'UFC, il allait pas abandonner après 7 ans de galère. Il dira à Pablo qu'il reste sur place pour s'entraîner et qu'il se tiendrait prêt pour n'importe quel short notice. Évidemment, Pablo préviendra immédiatement Mike Mena, le matchmaker de l'UFC. Et énorme coup de bol,
ou signe du destin, seulement 3 semaines après, Caio va avoir une seconde chance lors de l'épisode 8 des Contenders série. Ce sera cette fois contre Jesse Murray dans la catégorie supérieure en 93 kg. Du coup, pas de gros cutting à faire, mais une différence de poids dans la cage qu'il va falloir assumer. Et putain, il va assumer. Got his degree. He's making Murray miss now. This is smart. Kyle goes for the finish line. It's a big elbow. Kyle Bullhayo. Un bon gros KO dès le premier round, histoire de ne laisser vraiment aucun doute. Cette fois, rien à dire. L'UFC adore ça, les mecs qui se tiennent prêts à saisir leur chance à tout prix et surtout qui terminent leur combat. C'est bon, maintenant il était à l'UFC, il fallait prouver qu'il méritait sa place. Il va enchaîner 3 combats en 2022 en l'espace de 6 mois. Des victoires toutes très nettes, bien qu'à la décision. On commence même à le comparer à un mix de Charles Oliveira et de Paulo Costa dans le style. En gros, vous avez un grappleur et un cogneur d'élite, et Caio, c'est le mélange des deux. Et c'est pas pour rien qu'on dit ça. Il est vraiment très complet. Et sur 2023 et 2024, il va continuer les gros combats et enfin rentrer dans le top 15. Puisque sur 4 combats, il obtiendra 3 bonus de la soirée. Et alors qu'il a littéralement atomisé Paul Craig, son dernier combat contre Cannonier était son vrai premier gros test. Et il a su montrer qu'il avait absolument toutes les armes pour avancer dans le ranking de l'UFC. Là, à 40 ans. Encore un, comme de l'autre. Allez, on ouvre. Oh, là, il a touché. Accroché pour la 40. Oh, il est pas bien. Incroyable. Sa victoire lui octroie donc la 6ème place de la catégorie, une catégorie où c'est vraiment le bordel. C'est normalement Ramzat, qui est 3ème du classement, qui doit avoir sa chance contre Duplessis. Sachant cela, le Brésilien il a donc récemment call out le challenger numéro 1, qui n'est autre que notre Nassourdine national. I heard this guy is kind of a Dagestani. Dagestani guys like to fight. They fight in the street. They live a rough life. But this guy is a fucking pussy. Un move pas forcément con, car mis à part attendre, Nassourdine n'est pas dans une situation d'annonce de fight immédiat. Et ça permettrait aux Brésiliens d'avoir potentiellement une place pour un title shot très vite en cas de victoire. Et je tiens à le dire parce que des fois je vois des commentaires comme quoi ils disent que je supporte pas les combattants français. On veut absolument pas ça ici, hein. Ce qui est sûr, c'est que Caio est prêt à tout pour accéder le plus vite possible à une chance pour le titre. Car en plus de ses call-out à Nassourdine, il avait également call-out Ramzat quand le combat contre Dricus a été annulé. Il est un peu sur tous les fronts, et ça en agace certains. Il est très demandeur et souhaite avancer, ce qui traduit une certaine confiance tout de même. Mais il devrait faire attention, car actuellement je pense pas qu'il passe Nassourdine, Ramzat ou même Dricus. Il a un vrai potentiel de top 4, et finalement le combat que moi j'aimerais voir, ce serait plutôt contre Sean Strickland. En définitive, Caio, c'est le membre de la team qui a eu le plus gros parcours à l'UFC pour le moment. Il s'exprime super bien en anglais, il est complet et surtout il gagne ses combats. Il a tout pour devenir une méga star de la catégorie. Mais surtout, il a ouvert la voie pour les autres Fighting Nerds. Et ils allaient bientôt débouler en force à l'UFC, parce qu'ils seront 3 à signer avec leurs gars via la porte des Dana White Contender Series en seulement 3 mois. On respecte l'ordre d'entrée dans l'UFC et on va commencer avec Carlos Prates. What is the secret to your power? I cannot say because it's secret. Carlos, the Nightmare Prates. Il est né en 93 à Taubaté dans l'état de Sao Paulo. Un coin rongé par la criminalité, un environnement difficile et un contexte familial terrible. Son père meurt alors qu'il n'avait que 1 an et sa mère deviendra alors sa seule famille. Et bien sûr, hors de question de laisser son fils traîner dans les rues. Elle l'obligera à essayer un tas de sports, mais ce qu'il aime, c'est les sports de combat. Il se dirigera naturellement vers le Muay Thai et le JJB, et comme tous ceux qui font les deux, vers le MMA. Mais la particularité de ce gros malade, c'est qu'il mènera véritablement 2 carrières en parallèle, et avec pas mal de succès. Ce qui donne des stats que j'avais personnellement encore jamais vu. En 2018, il disputera 13 combats de Muay Thai et 1 combat de MMA. En 2019, il fera 3 combats en Muay et 3 combats de MMA pour le One Championship. Et c'est d'ailleurs pendant sa pause de 2 ans qu'il rejoindra officiellement le gym des Fighting Nerds en 2020. Enfin ça, c'était pas du tout gagné au début, car sa carrière n'a vraiment pas très bien commencé. Faut quand même dire qu'il avait un palmarès de 5 victoires pour 4 défaites sur ses 9 premiers combats, qu'il avait fait seulement en l'espace de 2 ans. Et je vous le dis, avec un palmarès de 5-4, personne ne peut te prédire que tu vas rentrer à l'UFC un jour. Alors qu'il avait débuté avec le Muay à la Valley Top Team, 4 ans avant ses débuts en MMA, Carlos sentait qu'il fallait qu'il change quelque chose. Il décida de déménager pour améliorer son striking, là où le Muay est une religion. Évidemment, je parle de la Thaïlande, vous l'aurez compris, et pas dans n'importe quel club puisqu'il ira à la Phuket Top Team. Pendant 1 an, il ne combattra pas en MMA pour se focus sur son striking. Et je sais pas ce qui s'est passé pendant 1 an,
mais il reviendra transformé. Déjà un changement de catégorie, lui qui avait combattu en 66 kg et en 70 kg passera directement en 77, puis même en 84 kg pour un combat. Et ça les amis c'est pareil, un combattant qui a combattu dans 4 catégories en MMA, c'est vraiment pas très fréquent. Il enchaînera un run de fou de 13 combats pour 2 défaites, et surtout aucune de ses victoires n'ira à la décision avec 9 KO et 2 soumissions. A luta fica mais fluida. Deitar Olha a jogada! Ventou essa direita. Carlos Prates de novo! En somme, une véritable machine à KO. Et évidemment, il attirera l'œil de Dana White également pour la semaine 4 de la saison 7 des Contender Series. Un fight en août 2023 où il va littéralement détruire Ramirez avec un striking calculateur et très précis. Évidemment, Dana adore ça et il le signe direct. Smooth, calm, violent, absolutely nasty combos. He looked like a prime, young, vintage Anderson Silva to me. This dude is absolutely in the UFC. Et Carlos va continuer à distribuer des pains fourrés aux somnifères sans jamais aller jusqu'au 3e round. You have a good chance. Oh, piston like left. Oh, look at him. Standing back. Oh, he looks smooth right now. Protest is fighting. Knockdown for the Nightmare. Et le tout en défendant avec réussite la lutte et le grappling de tous ses adversaires. Et pour son dernier combat contre le gatekeeper Neil Manny, il a su montrer que pour pouvoir le battre, le coller contre la cage, ça suffirait vraiment pas. Sachant que n'importe quel praline qui va passer va te remettre en paramétrage d'usine et que tu vas rester à l'échelle sol pendant qu'il fait le con en lançant son protège-dents. Oui, car en plus de son striking, Carlos il est ceinture noire d'IJB. Bon, ils le sont tous à l'UFC sans forcément avoir le vrai niveau d'une ceinture noire, mais en fait on n'a pas vraiment eu l'occasion de le voir pour le moment. En tout cas, force est de constater que personne ne l'a soumis depuis 2014. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'en fait il a une hygiène de vie qui est vraiment déplorable et bien loin de celle des plus grands sportifs. Carlos adore la fête et surtout il fume jusqu'à un paquet par jour. Have you had your celebratory cigarette yet? No, bro. And please, if somebody have one, give me one, please. Une anomalie telle dans le monde du sport que c'est carrément devenu un de ses signes distinctifs quand on parle de lui. Malheureusement, le Brésilien a connu sa première défaite à l'UFC tout récemment. C'était contre Ian Gary, un super prospect des 77 kilos, qui lui-même n'avait connu la défaite que contre Shavkat Rakhmonov, qui est clairement pressenti comme un futur champion potentiel. Bon, l'Irlandais a clairement été monstrueux sur les 3 premiers rounds. Il a réussi à surpasser Prates en striking tout en esquivant ses parpaings grâce à des déplacements beaucoup plus efficaces et créatifs. Il a aussi su capitaliser sur de très bonnes phases de lutte malgré les takedowns un peu hasardeux de temps en temps. Et même si Carlos a bien réussi à revenir sur la fin du combat, ce qui répond d'ailleurs à toutes les interrogations qu'on avait concernant son cardio et le fait qu'il fume un paquet de clubs par jour, du coup on a vu pour la première fois une des limites de Carlos à l'UFC. Et c'est sûr qu'à ce niveau-là, ça pardonne pas vraiment. En effet, si Prates tombe contre un adversaire qui arrive à mieux bouger que lui et à esquiver toutes les pralines qu'il va mettre pour éviter de se faire déconnecter, et malgré des bonnes défenses au sol et en lutte, on peut parvenir à nullifier le Fighting Nerds. Enfin, je suis sûr que l'alchimiste va pouvoir travailler ces détails afin de rendre le fumeur qui frappe comme un camion capable d'atteindre le top des 77 kilos quand même. Surtout que Carlos a l'air d'être vraiment très atteint par cette première défaite en 6 ans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le futur de la catégorie est en train de s'écrire avec toute cette nouvelle génération. Et ça m'étonnerait vraiment pas de voir le Brésilien croiser le reste du top comme Sean Brady, Shavkat ou encore Della Maddalena. Petite pause pendant la vidéo pour te dire de t'abonner parce que ce genre de vidéo, ça demande énormément de taf quand il y a plusieurs combattants. Donc merci à tous ceux qui le feront. Bon, sacré personnage notre Carlos, mais le prochain risque bien d'encore plus vous choquer. Ah là 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 là, Jean Silva. Rentré à l'UFC par la porte des Dana White Contender Series seulement une semaine après son comparse Carlos Prates. On a là aussi une putain de machine à KO. Et potentiellement la prochaine mégastar des 66 kg à l'UFC avec Mafsar. Il aboie comme un fou avant de combattre, il dit d'ailleurs avoir un alter ego qui prend le contrôle de son corps pendant les combats. Bref, internet s'est déjà emparé du phénomène et il devient clairement la tête d'affiche des Fighting Nerds. Jean est né dans le sud du Brésil, dans la région de Paranha en décembre 96. Et on peut dire qu'il a pas vraiment eu une enfance très heureuse. Un frère assassiné, une mère en prison car elle s'est faite violer et qu'elle a décidé de tuer les 3 hommes par la suite, vraiment une enfance galère. Évidemment, tous ces soucis ont fait prendre beaucoup de poids à Jean pendant son enfance jusqu'à devenir obèse et être en fauteuil roulant. Une situation où de nombreux enfants se moquaient de lui et ce serait d'ailleurs de là que vient son tic d'aboyer pour évacuer le stress. Bon, en vrai, il y a plusieurs versions suivant les interviews que j'ai réussi à trouver.
et c'est pas toujours très clair. On voit qu'au début de sa carrière, il n'aboie pas lors de ses présentations de combat, en tout cas pas avant de se faire appeler Lord Assassin, et ça c'était pour son 10e combat contre Thiago Souza. C'est la première fois où le personnage de The Lord prenant possession de Silva fera vraiment son apparition. Ce combat portera le record de Jean à 8 victoires pour 2 défaites. 2 revers sur décision dont une partagée qui sont encore à l'heure actuelle ses seules défaites. Pour 8 victoires tout engrangées avant la fin du 2e round. Et un peu à la manière de Prates, après ses dernières victoires, une longue pause va s'en suivre. Et ça coïncide d'ailleurs lui aussi à son arrivée dans les Fighting Nerds. Caio cartonnait à l'UFC, Carlos venait d'avoir son contrat, et bah une semaine après, pour la 5e semaine de la saison 7, il était temps pour le Lord de faire son entrée. Et on va pas lui donner un petit morceau. Kevin Vallejos, un Argentin d'à peine 21 ans et un palmarès de 11-0 pour 9 finishes. Bref, le combat s'annonce très chaud et ça va envoyer de la patate. Mais Silva était clairement intouchable ce jour-là et il surpassera Kevin en termes de striking, d'agressivité et aussi de cardio. Un sacré morceau de passé, mais que vous reverrez d'ailleurs très vite car un an plus tard il retentera sa chance au Dana White Contender Series et il est actuellement à l'UFC avec une victoire toute récente. Et vraiment celui-là vous me le surveillez parce qu'il veut sa revanche contre Jean et même si on n'entend pas vraiment parler, c'est vraiment un monstre. A partir de là, le Lord est lancé, il enchaînera 3 combats en seulement 7 mois en 2024, dont 2 coup sur coup à 2 semaines d'intervalle. Et que des KO. D'abord Westin Wilson, qui malgré l'écart de taille ne pourra absolument rien faire. Il sera dépassé dans absolument tous les domaines. Il finira même par quasiment abandonner à force de prendre des coups et finira par se faire allonger sur un uppercut très bien placé. Bon, normalement après il devait faire face à notre français William Gomis, mais le fight sera annulé à cause d'un cutting qui a failli faire passer Gomis de l'autre côté de la barrière, et en vrai je suis plutôt content que William ait pas eu à scoltiner le Brésilien à cette étape de sa carrière, on va dire que c'est le destin. Il enchaînera contre le Canadien Charles Jourdain pour un fight que j'ai vraiment trop kiffé. Et même si Charles fera tout pour essayer de surpasser le Brésilien, c'est mort. Que ce soit en pied-point, en lutte ou en grappling, Silva aura toujours une longueur d'avance et paraîtra simplement trop fort. Et franchement, le pauvre, franchement je le kiffe, mais l'UFC l'envoie souvent au casse-pipe et sur ses 6 derniers combats, il s'est quand même mangé Silva, Sean Woodson et Nathaniel Wood. Bref, c'est encore une masterclass du Brésilien, qui voulait apparemment prolonger son séjour au States car 2 semaines plus tard, il montera dans la catégorie des lightweight pour détruire Drew Dober. Ce dernier devait à l'origine affronter Mike Davis, mais suite à une rupture du biceps, le combat sera annulé. Et donc short notice de 2 semaines et Jean monte en 70 kg. Et ça donnera honnêtement un des combats les plus durs physiquement pour Silva. Dober est un dur à cuire et ce n'est que l'arbitre qui arrêtera le combat suite à une méchante coupure à l'arcade. Alors un combat difficile, certes, mais on apprendra plus tard que Jean s'était littéralement pété les 2 mains au premier round sur le gros crâne de Drew. Maintenant tous les fans de MMA savaient qui était Jean Silva, et tout le monde l'attend au tournant, évidemment. Il fera donc face à l'Arménien Melsik Bagdasaryan qui a eu 3 annulations consécutives de fight. Il fallait que quelqu'un s'en occupe et c'est tombé sur Jean. Pas de bol pour Melsik. Il se fera tout de suite sécher dans le premier round, et alors que Silva était prêt à stopper le combat, l'arbitre lui a dit de le terminer. Bref, une victoire éclair, mais fallait maintenant passer à des adversaires plus coriaces. Brice Mitchell, classé 13e des featherweight, le tout sur la carte de l'UFC 313, avec comme combat principal Volkanovski contre Lopez. Mitchell, c'est un spécialiste du sol qui n'a perdu que 2 fois. Et pas contre n'importe qui, puisque c'était contre Josh Emmett et Topuria. 2 très gros noms de la catégorie, et peut-être le futur GOAT indiscutable. Et il y aura un méchant trash talk de la part de Mitchell. I put a lot of dogs down in my day. You know what they all got in common? They squeal right before they die. Donc normal, ça va vraiment pas plaire au Lord, et il va se venger. Parce que Mitchell, regarde, il panique un peu. Il panique là. Et pour le moment, on reste. Oh, ça y est, la première qui est rentrée. Avec tentative de guillotine. Là, il est bien. Là, il est bien. Et ça tourne. Ça tourne, mais il tape même. Waouh, quel performance. Et ouais, c'est ce qu'on appelle le karma. Brice va se faire rouler dessus comme pas permis. Et il va prendre la 2e soumission de sa carrière seulement, après celle de Topuria. Évidemment, Jean fera le show pendant toute l'Octagon interview en demandant Diego Lopez pour le prochain combat. Jean Silva, c'est clairement l'étoile montante des featherweight avec un Volkanovski qui est vieillissant mais toujours patron de la catégorie.
Et avec le départ de Topuria en lightweight, bah c'est certain que l'avenir se fera avec lui et Movsar. Je vous rassure, on va revenir à un petit peu de normalité pour nos derniers protagonistes. Aïe 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 aïe. Mauricio One Shot Ruffi, certainement celui que j'ai le plus envie de voir performer. Si vous commencez à me connaître, vous savez que je suis fan des kickers en MMA. Lui aussi c'est une machine à KO, mais il sait servir de ses jambes. Arrivé seulement 4 semaines après Prates et Silva à l'UFC, il risque bien de détonner dans la catégorie la plus dense de l'UFC, les moins de 70 kg. Lui aussi est né en 96, et il a eu une enfance beaucoup plus douce que ses compagnons d'armes. Mais l'envie de devenir un combattant l'a poussé à faire des choix difficiles tout de même. Il quitte le foyer familial à seulement 13 ans pour suivre son oncle qui est professeur de boxe thaï. Il atterrit donc à Sao Paulo pour suivre la voie du combattant. Il deviendra pro à l'âge de 17 ans en Muay avant de faire une transition MMA et son premier combat à seulement 20 ans. Et le début de sa carrière va être plutôt lente. Là où on a l'habitude de voir dans les palmarès des combattants une moyenne de 2-3 combats par an sur les premières années d'activité, Mauricio lui ne disputera que 6 combats en 4 ans, avec 5 victoires par KO sans jamais aller au bout du deuxième round. Puis 20 combats contre Manuel Souza et son unique défaite. Clearly focused his blue gloves, roughly red gloves. There you go, he connected a really great fight. What a great fighter. The crowd's getting crazy here, for sure. Wow, what a move! Trying to put some pressure, throwing him. Whoa! He did throw a punch and that's it! Et putain, mais quel combat! Et c'est pareil que Vallejos, vous en avez certainement jamais entendu parler, mais Manuel Souza, vous me le surveillez. Il est actuellement en 12-1 et n'a que 27 ans. Je le vois bien aller au Dana White Contender Series prochainement. Une première défaite donc, et surtout une énorme pause de 3 ans. Une pause pendant laquelle il deviendra garde du corps pour un milliardaire chinois. Il s'entraînera entre Singapour et le Brésil. Mais One Shot va revenir en pétard parce qu'il va décider d'enchaîner encore 3 gros KO, dont 2 la même soirée. Et ça, dans la catégorie du dessus. Et évidemment, comme ses partenaires avaient fait sensation au Contender Series, on allait lui proposer un fight également. Et je pense que c'est actuellement encore son combat le plus dur avec celui de Souza, puisqu'il devra faire face à Raymond Magomed Aliev, un partenaire d'entraînement d'Islam et de Khabib au Daghestan. Et clairement, Ruffi perd les 2 premiers rounds, il n'y a même pas photo. Mais à 15 secondes de la fin, il arrive à finir le combat après avoir knockdown le Daghestanais. Il s'en est fallu de très peu, et Mauricio dira lui-même qu'en welterweight à ce niveau, c'est trop dur. Parce qu'il y avait peut-être 10 kilos d'écart dans la cage. Mais Dana le signera quand même malgré ses victoires sur le fil, en précisant bien qu'il serait beaucoup mieux en 70 kilos. Et ça y est, toutes les grosses têtes du Fighting Nerds étaient à l'UFC. Et ça va plutôt bien se passer pour Mauricio avec 3 grosses performances qui lui vaudront 2 bonus de la soirée. Des combats où on aura pu voir la palette technique du Brésilien et aussi pour la première fois son cardio sur 3 rounds. Son dernier combat contre Bobby Green s'est soldé par un KO magnifique. Il sera certainement dans les plus beaux KO de l'année. Je pense que Ruffi a tout pour se frayer rapidement un chemin avec toutes les nouvelles têtes du top 15. Il faudra pour cela s'imposer aux côtés de Granderson, Joel Alvarez ou encore Paddy Pimblett pour les années à venir. Forcément, la catégorie des 70 kg, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'anciens qui sont toujours là, Poirier, Oliveira ou encore Gaethje. Et avec les arrivées de Holloway et Topuria, eh ben on va encore venir rajouter des tueurs dans tout ce bordel. Le départ pressenti d'Islam en 77 kg d'ici 1 ou 2 combats, on sait pas trop, et une bataille de succession logique entre Tsarukyan et Topuria, eh ben putain ça m'excite déjà. Bref, nos Français Benoît Saint-Denis et Faresiam vont avoir du taf. Mais s'ils parviennent à grimper dans le ranking, ça ne sera que plus beau. Et encore une fois, évidemment, c'est tout ce qu'on espère ici. Les Fighting Nerds, vous l'aurez compris, s'ils ont été élus meilleur club de l'année 2024, eh ben c'est pas pour rien. Arrivés au compte-gouttes les uns après les autres à l'UFC, bah ils ont très vite conquis le cœur des fans. Et ça alors que aucun membre de la team n'est dans le top 5 de leur catégorie respective. Ils séduisent car ce sont des machines à KO, ils maîtrisent à merveille les réseaux sociaux, ils ont tous plus de 300 000 abonnés sur Instagram, et en plus, ils ont tous des chaînes YouTube super actives. Ils créent donc un réel lien avec leur communauté, et franchement l'idée des lunettes, c'est du génie. Les membres de la team sont tout de suite reconnaissables, et le fait que Caio, le porte-étendard de la team, parle parfaitement anglais, et bah ça aide grandement à faire vivre les interviews internationales, et à faire grandir leur renommée. Alors oui, c'est un gym qu'il faut garder à l'œil car ils ont déjà placé des combattants dans les 4 catégories les plus suivies à l'UFC. Les moins de 66 kg, les moins de 70 kg, les moins de 77 kg et les moins de 84 kg. Et en plus de ça, il y a énormément de talents qui vont péter dans pas longtemps. Je vous fais un petit condensé des noms à surveiller.
allez checker les Sherdogs, les Tapologies, etc. et surtout leurs prochains combats. Non, ne me remercie pas. Enfin, vu qu'on n'est pas des sauvages, et si t'as envie de le faire quand même, abonne-toi, car vraiment ce genre de vidéo, ça demande énormément de taf. Icaro Brito, un palmarès de 8-1 et sur 7 victoires d'affilée. C'est le sparring principal de Rufi, car ils sont tous les deux en 70 kg. Il est une anglaise qui me rappelle celle de Topuria, et croyez-moi, vous allez voir très bientôt. Giovannis Palacios, un cubain de 28 ans, invaincu en carrière, et avec seulement une victoire à la décision. Un très gros physique, un gros striking et surtout une grosse lutte. Il va faire mal, il combat en 77 et en 84 kg, mais évidemment je pense que sur une grosse orga il sera en 77. Diego Bianchini, le bad boy brésilien, un palmarès de 8-1 avec une défaite par décision partagée. Un autre welterweight et cette fois-ci plus basé sur le grappling, ce qui est plutôt rare au sein du gym habitué aux machines à KO. Reginaldo Junior, encore un welterweight avec un palmarès de 9-1 mais cette fois-ci avec un physique bien différent. Il fait seulement 1m75 pour 85 kg hors combat et des cuisses à la Yoel Romero. Il est également black belt de JJB, il a une anglaise moins technique que ses partenaires mais une force de frappe lorsqu'il s'ancre au sol qui est terrifiante. Jair Farias ou Jair Farias, vous le prononcerez comme vous voulez, un palmarès de 10-1 et sur une défaite en 2023 lors des Dana White Contender Series. Dans un combat très engagé, et on n'a pas trop de nouvelles parce qu'il est devenu papa récemment, mais comme à chaque fois qu'un Fighting Nerds prend une grosse pause, il revient en force, on peut imaginer facilement 2 combats sur 2025, avant un retour aux Contenders en 2026. Enfin bref, c'est clairement l'équipe brésilienne à suivre, et franchement ça fait du bien de voir un groupe de combattants qui comprend autant le MMA moderne. Et surtout la communication, qui va leur permettre de se différencier de la masse. Évidemment n'hésite pas à me dire en commentaire si tu connais une autre team sur qui ça pourrait être intéressant de faire une vidéo, je me pencherai sur le sujet. Cette vidéo est maintenant terminée, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker la vidéo, c'est super important. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous laver. Peace!